Bonsoir les amis, espérant que vous allez bien. Nous commençons la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de conclure ce cours comme vous n'avez pas assez de temps vu votre planning de l'institution. Nous allons essayer un peu de conclure aujourd'hui par l'explication du TP et de tous les périphériques déjà vus afin que vous puissiez comprendre comment vous allez mettre en pratique le TP. Voilà. C'était prévu que vous puissiez, qu'on puisse voir ensemble tous les périphériques et mettre en œuvre des solutions des systèmes embarqués. Cependant, le temps ne le permet pas. Et puis la situation actuelle, ça ne le permet pas. Toutefois, le reste du cours est toujours en ligne et disponible. Mêmement, il y a toujours mon adresse. Vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des préoccupations. Si vous voulez construire des systèmes, vous pouvez toujours m'écrire. Nous avons un laboratoire qui peut vous aider à réaliser vos systèmes. Bien, merci. Alors, le TP d'aujourd'hui, le TP pour ce cours, vous allez concevoir un système embarqué qui permet de compter les temps et d'afficher l'heure, c'est-à-dire un chronomètre programmable et une horloge programmable, les tout sur un seul système. Et donc, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de faire le réglage via des boutons poussoirs. Il faut qu'on soit capable de commander les chronomètres, de le lancer. Et tout cela via 3 boutons poussoirs. Mais si vous utilisez 2 boutons poussoirs, c'est encore mieux. Ce que moi j'ai pu faire, c'est j'ai juste utilisé 2 boutons poussoirs. Plutôt, pardon, 3 boutons poussoirs. Il y a la possibilité d'utiliser 2 boutons poussoirs. C'est possible. Même un seul bouton poussoir, c'est possible. Mais il faut des techniques un peu poussées. Nous allons nous limiter sur l'usage des 3 boutons poussoirs. Comme vous pouvez le voir dans cette image, cette vidéo, j'ai pris un bouton poussoir j'ai mis ça sur PA0 qui va nous permettre de faire, ça aura 2 fonctions. Et ces 2 fonctionnalités dépendent du mode qu'on utilise. Comme nous avons des instruments, des appareils séparés qu'on veut mettre à un seul endroit, alors nous allons utiliser les modes comme nous l'avons vu dans la machine d'état. Ça sera une machine d'état. Donc, le premier bouton, disons, le bouton qui est sur PA2, va nous permettre de changer de mode. C'est-à-dire, on va considérer ça comme une page. L'écran va afficher 2 pages. La première page, c'est la page du chronomètre. Et la deuxième page, c'est la page de l'horloge. Maintenant, passer d'une page à une autre, cette transition sera faite via le bouton qui est sur PA2. Ce que j'appelle mode.
Voilà. Maintenant, quand on est dans le mode chrono, les deux autres boutons d'en haut, sur PA0 et PA1, vont nous aider à, à faire des actions du chronomètre, c'est-à-dire démarrer le chronomètre ou bien stopper. Le bouton qui est sur PA0 va permettre à démarrer. Une fois qu'on clique sur le bouton, quand on est dans le mode chrono, une fois qu'on clique sur ce bouton pour soit sur PA0, pour la première fois, ça va démarrer le chronomètre. Si on clique encore sur ce même bouton pour la seconde fois, ça stoppe le chronomètre sans pour autant faire la remise à zéro. Le deuxième bouton va permettre à faire la remise à zéro du chronomètre. Voilà. Maintenant, quand on est dans le mode horloge, les deux boutons précédents vont toujours nous aider à faire le réglage. Ça ne sera plus démarrer ou bien stopper le chronomètre, mais ça sera incrémenté. Les heures et incrémenter les minutes. Les deux boutons, l'un va permettre d'incrémenter l'heure et l'autre va permettre d'incrémenter les minutes. C'est comme ça que le système doit fonctionner. Et tout cela doit s'afficher sur l'écran LCD. Voilà. Tout va tourner autour de la machine d'état fini. Donc, aller d'une page à une autre, c'est une machine avec deux états. Et puis, dans les premiers états, on va encore imbriquer, on va faire des tests, on va encore imbriquer notre machine pour faire les tests des boutons pour soit pour incrémenter l'heure ou bien incrémenter la minute, soit pour démarrer le chronomètre ou bien le stopper, ou bien faire la remise à zéro. C'est comme ça que ça va fonctionner. Le plus important est d'arriver à une solution. Donc, tout le monde peut le faire de sa manière, il n'y a pas de souci. Mais dans ce coup, j'ai déjà facilité les choses en détaillant euh, toutes les étapes pour ces projets. Donc, vous allez réaliser ces projets sur un écran LCD de 16 colonnes fois 2 lignes. Pour la page 0, on affiche le chronomètre dans ces formats heure, minute, seconde et tierce. Tierce, c'est 1 sur 60 de seconde, de la seconde. Sur la page 1, on affiche l'horloge réglable. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le contrôle s'effectue via trois boutons déjà décrits pour la page 0. Quand on est sur la page 0, les trois boutons vont aider à réaliser ces états. Et quand on est sur la première page, ces trois boutons vont nous aider à réaliser ceci. Voilà. Et puis, le cœur du programme sera le timer 3 qui sera configuré pour générer toutes les 1 milliseconde. Ça va nous aider. Ça sera comme un moteur pour faire la mise à jour sur l'écran avec la base de temps de 1 milliseconde. Pour l'incrémentation de l'horloge, la lecture, vous voyez la lecture des boutons pour soi, les rafraîchissements de l'écran. Voilà. Tout cela, ça sera fait via le timer 3. C'est une minuterie. Alors, pour faire cette TP, il faut avoir un prérequis. La configuration des entrées-sorties, utilisation des interruptions, et puis et puis affichage, usage des interruptions de timer, puis affichage. Donc ici, on a interruption périodique,
On a des interruptions qui sont périodiques. Nous allons utiliser la bibliothèque LCD que j'ai fournie dans le cours. Et puis, vous allez chercher un peu à comprendre le variable, les fonctions, le tableau et les structures de contrôle. Voilà. Alors, essayons un peu de décrire ce TP en 7 étapes de construction. Premièrement, le timer 3 doit être configuré pour une interruption périodique de 1 milliseconde. Donc, vous allez prendre une variable tick ms pour vous aider à utiliser un seul timer pour plusieurs tâches. Afficher et faire les filtres de anti-rebond via ce même timer. Voilà. Pour le configurer, sachant que notre microcontrôleur fonctionne sur 16 MHz, vous pouvez voir comment fixer ce timer pour générer 1 milliseconde. Nous l'avons fait dans le cours, presque dans tous les exemples, nous avons configuré notre timer pour 1 milliseconde pour générer une interruption chaque 1 milliseconde. Voilà. Pour la lecture des boutons, parce que chaque bouton pour soi, faut utiliser un filtrage pour éliminer les rebondissements. Pour éliminer les rebondissements. Utiliser un filtre comme nous l'avons expliqué dans le cours. Donc, vous allez insérer 5 millisecondes pour faire le filtrage. Et vous devez détecter l'appui unique sur le front descendant. Voilà. Pour le PA0, pour PA1, pour PA2, activez aussi les modes d'entrée de pull-up, donc les résistances de pull-up pour chaque bouton poussoir. Et puis chaque bouton poussoir doit générer une interruption. Et puis c'est dans l'interruption où vous allez actionner, déclencher l'action à faire, soit incrémenter ou bien décrémenter, ou bien un flag. Vous allez les faire dans l'interruption générée par chaque bouton poussoir. Donc, vous aurez 3 vecteurs d'interruption. Pour chaque bouton poussoir, vous avez une interruption. Voilà. Et puis, dans chaque interruption, essayez un peu d'utiliser le du bounce via le timer 3. Juste, vous allez utiliser 5 millisecondes de ce timer pour faire le filtrage. Ensuite, vous allez afficher le temps d'une façon formatée. Donc, vous allez utiliser la fonction là qu'on a vue hier qui nous permet de prendre les entiers et les afficher comme des textes, comme des caractères. Cette fonction, je l'ai ajoutée ici, et même celle-là. Ici, je l'ai mise en français. C'est la même chose. Donc, ça prend une valeur entière. Et puis, nous devons l'afficher dans un buffer, dans un tableau. Vous prenez une valeur. Comme ça doit afficher des digits, vous allez prendre cette valeur-là, vous la divisez par 10 pour avoir la partie des dizaines. La même valeur, vous allez prendre le reste de cette division comme valeur des unités. Et quand vous faites plus 0, là, vous voulez l'afficher comme, comme un caractère.
Parce que pour afficher sur un écran LCD, on affiche uniquement les caractères ASCII. C'est pour cela qu'on met plus 0. 0 comme un caractère. Voilà. Ensuite, vous voyez ici pour afficher les heures, vous n'allez pas juste afficher, vous n'allez pas envoyer toute la valeur ici. Non. On affiche d'abord les heures séparément de minutes, séparément de secondes. Parce que on va incrémenter les heures indépendamment des minutes. Voyez-vous? C'est pour cette raison qu'il faut afficher le temps en mode formaté. Donc, vous affichez chaque valeur séparément. Alors, pour calculer les minutes, les heures, les tierces, vous allez utiliser cette formule. Le temps en millisecondes, vous divisez ça par 1000 fois 60. Encore. Donc, le reste de la division entre chrono, donc chrono, ms, une variable qu'on a créée. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le reste de la division entre chrono ms, c'est en millisecondes, avec 1000, le reste de cette division-là, vous multipliez cette valeur, donc le reste de la division entre chrono divisé par 1000, vous la multipliez par 60. Ensuite, cette valeur trouvée, vous la divisez encore par 1000 pour trouver le tierce. C'est ça la formule. Et puis, ça sera la base du temps pour l'horloge ou bien le chronomètre. Ça sera la base du temps. Parce que ce sont les tierces. Les tierces arrivant à 60, ça incrémente les secondes. Les secondes arrivant à 60, ça incrémente les minutes. Les minutes à 60, ça incrémente les heures. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour les chronos, une fois vous lancez, vous touchez sur le bouton pour sortir sur P à 0 pour lancer pour démarrer le chrono. C'est-à-dire, vous allez, cette variable, cette variable compteur va démarrer, ça va démarrer, ça va s'incrémenter à la fréquence de 1 milliseconde. Et puis vous divisez ça par le reste de la division par 1000, vous multipliez ça par 60 et puis vous divisez encore par 1000. Voilà. Et puis ça va afficher de cette façon, dans ces formats, dans cette chaîne de caractères, comme ceci, sur la ligne 1. Et puis le titre sera chrono, sur la ligne 0. Ça, c'est la deuxième ligne et ça, c'est sur la première ligne. Voilà, c'est comme ça que ça va afficher. Maintenant, le deux boutons poussoirs, mis à part le bouton poussoir qui va faire le défilé entre les pages. PA1 et PA2, PA0 et PA1 vont nous aider. Parce que vos variables, il faut les déclarer volatiles parce qu'elles doivent changer. Voyez-vous? Et pour la variable qui peut prendre deux états, donc, soit qui peut prendre deux états, vous allez déclarer ça booléenne. OK. Maintenant, moi, dans l'interruption, nous allons incrémenter chrono ms à la fréquence de l'horloge. Si et seulement si la variable booléenne chrono running est à true. C'est une variable booléenne. C'est-à-dire quoi? Si une fois le bouton pour soit P à 0, c'est-à-dire si une fois le bouton poussoir sur P à 0 est appuyé, quand on est dans le mode chrono,
On doit commencer à incrémenter la variable chronomètre, la variable comptée contre chronomètre. Et cela, ça se fera si et seulement si euh, chronorunning, la variable chronorunning, la variable booléenne est à true. Parce qu'elle peut être à false. Si c'est à false, c'est-à-dire on n'est plus dans le mode, on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans l'état de démarrage, on est dans l'état de stop ou bien de reset. C'est ce que cela veut dire. Voilà. Alors, si on est dans dans l'état run, démarrer, et puis on clique sur l'état, sur le bouton qui est sur PA1, le chronométrage va stopper et revenir, et la variable de chrono sera remis à 0. Donc, tout sera remis à 0. On recommence le chronométrage. Mais si on est dans l'état run, et puis on clique encore sur PA1, là-bas, le chronométrage va stopper, va mettre une pause sans pour autant être remise à 0. Voilà. Maintenant, pour les rafraîchissements, j'ai opté pour un rafraîchissement adaptatif. Pour dire que nous avons deux types de rafraîchissement. Pour 10 millisecondes, lorsque le chronomètre tourne, parce qu'il y a les tierces qui doivent être affichées, on doit voir comment les tierces fonctionnent, ça s'incrémente, on doit le voir. C'est pour cela que j'ai mis 10 millisecondes pour afficher les tierces. Et puis 500 millisecondes lorsque soit le chronomètre est arrêté ou bien on est dans le mode horloge. Vous pouvez mettre une autre valeur et apprécier ce que ça va afficher. Donc, toutes ces valeurs sont communiquées dans les états. Étape numéro 6. Pour la deuxième page, page horloge. Pour la deuxième page, c'est-à-dire on a déjà cliqué sur le bouton P qui est sur PA2. Page est égale à 1 parce qu'on était à page égale 0. Maintenant, on est à page égale à 1. Maintenant, dans cet état, nous devons tester. S'il faut on clique sur le bouton poussoir qui est sur PA 0, ça doit incrémenter les heures. Il faut tester. Est-ce qu'on est déjà dans l'état? On est déjà sur la deuxième page? Oui. Si oui, en cliquant sur le bouton qui est sur PA0, on incrémente les heures. Si on clique sur le bouton sur PA1, on incrémente les minutes. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est tellement simple à comprendre. C'est juste voir comment implémenter ça, utiliser un peu le cerveau pour voir comment implémenter ça. Si une fois on comprend la logique, ça devient plus simple. Donc, une fois, quand vous serez en train de coder, vous allez aller étape par étape et voir comment implémenter cette situation. Alors, pour la finalisation, il faut vérifier que toutes les interactions fonctionnent correctement. Chaque code que vous avez écrit, il faut toujours commenter. Parce que quand nous allons vérifier, nous devons lire et comprendre votre logique. Parce que le code peut fonctionner. Nous aussi, on a besoin de comprendre votre code.
C'est pour cette raison il faut toujours commenter les codes, commenter correctement. Cette fonction sert à ceci. Cette ligne de code sert à ceci. Nous avons optimisé telle partie, nous avons fait ceci. Il faut toujours commenter pour savoir ce que ça fait et comment ça fonctionne. Donc, il faut vérifier tous les boutons. euh, mais également, si une fois je lance le chronomètre, et puis je passe à la page, à la deuxième page de l'horloge, le chronomètre ne doit pas s'arrêter. Ça doit toujours fonctionner parce qu'on est sur la base de temps de timer 3. Ça n'empêche pas que le chronomètre puisse fonctionner. On peut passer d'un état à un autre sans pour autant stopper l'horloge ou bien stopper le chronomètre. Donc, vous devez tester votre code et voir si ça répond à toutes les exigences. Voilà, c'est un peu ça ce que le code doit faire. C'est un peu ça ce que le résultat que vous devez arriver à avoir. Le système doit être réactif. Alors, quelques pistes de réflexion. Utilisez 1600. Utilisez 1600 pour avoir une base de temps de 1 kHz. Ça sera plus facile pour vous. Mais vous pouvez utiliser une autre base de temps. Mais ce que je propose ici, c'est mieux pour vous. Voilà. Utilisez aussi cette fonction pour l'affichage formaté, pour afficher vos nombres, pour afficher vos valeurs. Parce que vous allez toujours les afficher 2 à 2. Heure, vous avez 2 digits. Minute, 2 digits. Seconde, 2 digits. Tierce, vous avez 2 digits. Utilisez cette fonction. Nous l'avons utilisée un peu partout là où il y a l'écran LCD. Utilisez cette ligne de code pour faire l'incrémentation dans le mode chrono, pour afficher les tierces. Vous avez votre variable qui sera incrémentée une fois le bouton poussoir de démarrage est activé. Vous allez prendre, vous allez diviser votre variable par 1000 et puis vous prenez le résultat de cette division, vous multipliez ça par 60. Ensuite, tous les résultats que vous avez trouvés, vous divisez ça par 1000 pour avoir le tierce, la valeur des tierces. Parce que les tierces, c'est ça, ça sera la base pour votre chronomètre. Ça s'incrémente. Arrivé à une certaine valeur, à 60, ça incrémente la partie seconde. Seconde, si seconde arrive à 60 secondes, ça va incrémenter minutes. Si minutes arrive à 60, ça va incrémenter heures. Voilà, c'est un peu ça que ça va s'afficher. Maintenant, ce qu'on attend de vous, vous devez donner votre code source complet et ça doit être commenté. Votre code source doit être complet et commenté. Nous devons être capables de les simuler de notre côté et d'avoir le même résultat que vous. Vous devez aussi nous fournir votre schéma de câblage sous Proteus. On doit le voir, on doit prendre votre code, le simuler sous Proteus et voir ce que ça va donner. Vous allez aussi faire une démonstration fonctionnelle par vidéo, des présentations d'explication du code. Vous commencez par expliquer le code. Vous allez vous organiser avec vous tous ensemble. Nous allons demander une journée à l'institution pour que vous puissiez être ensemble. Vous allez vous organiser pour expliquer le fonctionnement du code. Chacun doit expliquer parce que c'est un travail en groupe. Chacun doit apporter sa brique. Vous expliquez, vous faites une vidéo,
vous expliquez les codes et vous expliquez le fonctionnement, la démonstration de votre projet. Vous allez faire une vidéo pour ça et nous l'envoyer. Ensuite, vous allez écrire un rapport pour expliquer chaque étape et les difficultés rencontrées et les solutions apportées. C'est ça, votre TP. C'est un TP qui est facile à faire. Et une fois que vous le faites très bien, ça va vous ouvrir. Vous pouvez faire vos systèmes comme vous voulez. Voilà. C'est un peu ça, ce qui est demandé. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations, des questions par rapport au TP. Quant à la journée de demain, vous allez vous organiser pour commencer les TP, vous expliquer et vous donner des bouts de code pour que chacun apporte sa part. Parce que les ingénieurs travaillent toujours en équipe, ensemble. Vous allez voir comment vous organiser pour que, comment vous allez faire telle partie du code qui va l'écrire, telle partie du code qui va l'écrire, comment, qui va ensembler tout cela pour donner les résultats. Vous allez vous organiser. Ça sera la journée de demain. Elle est dédiée pour l'exécution des TP, du TP. Et même ces TP, si vous mettez ensemble demain, vous pouvez les finir. En tout cas, dans une heure, vous pouvez finir ce TP. Ce n'est pas très compliqué. Tout ce qui est demandé dans les TP, c'est déjà vu dans le cours. Donc, vous allez juste prendre des bouts de code du cours, mettre ça ensemble et avoir ces résultats. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et c'est juste de partager les idées, comment améliorer, comment arriver à ces résultats. C'est un peu ça. Avez-vous des questions par rapport à ce que nous venons d'expliquer? Avez-vous des difficultés sur, sur une notion qu'on a vue et que vous n'avez pas compris et que ça revient dans ces TP? Y a-t-il des préoccupations? Monsieur Mouloumé, y a-t-il des préoccupations? Ézéchiel, y a-t-il des préoccupations sur le TP? Papa, de mon côté, d'abord, j'ai moins de préoccupations. Lesquels? Ce que je voulais demander, c'est à propos de l'éditeur, l'éditeur de code, vraiment, pour insérer les trois fichiers là que je vous ai demandé une box. Vraiment, ça me complique. Quand j'essaie d'insérer ça, ça amène des fautes dans les dossiers même. Je ne sais pas si les problèmes proviennent d'où. C'est comme si c'est là où j'étais entrecoupé lorsque vous enseignez. Ce n'est pas du tout grave. Je fais une démonstration. Je vais ouvrir un projet. Je fais la démonstration comment. Chaque fois, vous allez le faire. Alors, je vais simuler le code que nous avons dans la partie machine d'état fini. Là, nous avons l'écran. Je vous partage mon écran pour voir comment faire. J'essaie de vous partager mon écran.
Voilà. Sur cette page, vous voyez, nous avons les codes pour afficher Instagoma. Pour afficher Instagoma, nous voulons afficher ça parce que vous allez utiliser cette bibliothèque des LCD pour afficher des textes. Alors, je vais commencer par ouvrir le fichier, l'éditeur là de Kiel. Je commence par ouvrir Kiel. Nous faisons l'ouverture de Kiel pour vous montrer comment. Là, vous parvenez à voir mon écran. Oui, nous voyons, nous voyons. Voilà. Voilà. Kiel est là-bas. OK. J'avais déjà le fichier ici. Je peux toujours les effacer. Quand tu as ajouté les fichiers, il se peut que tu as oublié d'ajouter les delays. J'ai tout ajouté, mais quand j'ajoute ça, ça n'apparaît pas en dessous des mains. C'est comme si ça crée un autre fil qui n'est pas dans la même colonne que main. Bon, OK. Commençons par le début. Je vais afficher ce texte. OK. J'ai déjà copié ces textes, ces codes. Je copie ça. Après avoir créé notre fichier, on sait déjà comment on les fait. Nous l'avions fait dans la vidéo précédente. Je colle les textes, les codes là-bas. Si j'essaie un peu de simuler, tu vas voir ici, nous avons 6 erreurs. Nous avons 6 erreurs ici répertoriées. On nous dit quoi? Il faut toujours essayer un peu de comprendre les erreurs. On nous dit undefined symbol. Donc, le compilateur ne parvient pas à comprendre les delay init veut dire quoi. Donc, cette fonction ici. Le compilateur ne comprend pas. Il y a aussi notre fonction delay init, initialisation de l'écran. Le compilateur ne comprend pas. Toutes ces fonctions, il ne voit pas où on a défini, on a déclaré, on a défini ces fonctions. Il ne voit pas. Alors, nous savons où est-ce que nous avons déclaré ces fonctions-là. Mais nous devons les augmenter dans ces fichiers. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait add new items. On fait nouveau parce que c'est une bibliothèque en C, une bibliothèque qui est composée de deux fichiers. Fichier.c et fichier.h. Alors, commençons par le fichier .h. Ça sera appelé LCD. Pourquoi LCD? C'est comme ça que je l'ai appelé, même si vous voyez ici dans les codes. C'est ça les noms. Il faut que ces noms correspondent au nom de la bibliothèque. Donc, je crée
un nouveau fichier .h appelé LCD. LCD, c'est déjà .h. Il faut cliquer ici. Tu mets les noms .h, tu fais OK, add. Là, on me dit que le fichier a déjà existé. Oui. Bon, je l'avais déjà. Je peux l'effacer. Je l'efface et je mets un nouveau. OK. Attends un peu, je vais entrer dans... je vais entrer dans le démon du cours. Ça se trouve ici. Voilà. Voilà, ça se trouve là-bas. J'essaie un peu d'effacer parce que je les avais déjà créés bien avant. Je les efface pour que vous puissiez mieux voir. OK. Prenons maintenant. J'ai créé le premier fichier. Je vais appeler ça LCD, la bibliothèque. Parce que si vous voyez ici au début, dans la leçon sur la machine d'état fini, nous avons un fichier qui s'appelle lcd.h. Je dois copier tous les codes. Là où on fait des initialisations de toutes les fonctions, on déclare toutes les fonctions jusqu'ici. Il ne faut pas copier le .h. Il ne faut pas copier le lcd.h. Il faut le laisser. Ça sera la suite. Voilà. On copie ça dans un fichier appelé lcd.h. LCD. OK. Les fichiers s'ajoutent là-bas et ça s'ouvre. Je clique. J'ajoute. Vous voyez, ça indique la fin. End if. Vous voyez la macro ici? Il y a end if. Et puis on écrit LCDH. Ça dit que ça, c'est la fin du fichier. OK? Et ça, c'est le début du fichier. Je dois créer aussi les fichiers .c. J'ai créé aussi un nouveau fichier. J'appelle ça lcd.c. Je clique d'abord sur file. Puis je donne le nom lcd. Je mets le nom ici. Je clique sur add, ajouter. Je viens ici dans le cours, le nom du cours. Je copie les fichiers .c. Je les copie là où on a défini toutes les commandes de l'écran jusqu'ici. Faut pas copier le delay.h. Ça, c'est un autre fichier. Je viens ici dans les compilateurs. J'ajoute. Et maintenant, vous voyez ici, on a une fonction qui s'appelle delay ms. Quand tu vois déjà une croix ici, ça veut dire que ça, c'est un problème. Le compilateur ne parvient pas à voir où est-ce que la fonction delay ms, elle va trouver ça. Et pour nous, nous avons mis ça dans un autre fichier qui s'appelle, dans une autre bibliothèque qui s'appelle delay.h. Donc, nous devons encore créer deux autres fichiers, delay.h et delay.c pour gérer le temps. Vous voyez, ça c'est une commande de l'écran pour créer des caractères. Pour créer des caractères, il faut dans les graphiques de configuration des commandes de l'écran LCD, il faut toujours ajouter des délais. Maintenant, ces délais-là, on les a ajoutés via un timer. Et ce timer est défini dans un fichier qui s'appelle delay.h. Donc, nous devons ajouter aussi delay.h. On fait ça. On crée un fichier .h qu'on appelle delay. On ajoute ça à notre répertoire et puis on vient copier dans les notes du cours. C'est un fichier, c'est un code qui est court. On copie ça dans le compilateur. OK. Nous devons aussi copier les fichiers .c. On écrit delay. Ça doit avoir les mêmes noms. On ajoute ça. Et puis,
on copie les codes du cours vers le compilateur. C'est juste, vous voyez, c'est juste un timer. On initialise un timer, le timer 9. On initialise le timer 9 pour générer des délais précis. C'est juste, c'est tout ce que ça fait. Et puis on revient dans main. On construit les codes. Qu'est-ce que ça donne? On attend, on va voir. Voilà. Tu vois, on a 0 erreur. Si tu as fait comme moi et puis tu as eu beaucoup d'erreurs, donc il y a un souci quelque part. Il faut me montrer le message d'erreur. Il faut me montrer le message d'erreur ici pour savoir Bon, ce que. de mon côté, quand j'essaie de créer l'autre fonction ici, je faisais un clic droit sur ce groupe, hein, et puis je choisissais la deuxième option là-bas. C'est comme si c'est là où se trouve mon problème. Ah, là-bas. Ah, ok. Si vous dites add existing files to group, c'est-à-dire vous avez déjà les fichiers là quelque part dans votre ordinateur et vous voulez ajouter dans votre dossier. C'est ce que cela veut dire. Ok, maintenant, quand j'ai créé de cette façon, ça, ça s'est écarté, ça se suivit pas comme chez vous. Ah. Et c'est aussi de cette façon-là et voir ce que ça va donner. Si ça complique, tu vas copier ces messages d'erreur et m'envoyer ça. Je vais t'aider à déboguer les codes. Ce qu'il faut savoir D'accord, dans l'ingénierie des systèmes embarqués, les ingénieurs informaticiens qui écrivent les codes pour les systèmes embarqués, ils passent peu de temps pour écrire les codes. On peut passer 1 heure pour écrire les codes. Maintenant, pour déboguer les erreurs, ils peuvent faire 3 à 6 heures pour déboguer les erreurs. Toi, seul, tu as écrit les codes pendant 1 heure, tu as commencé le début jusqu'à la fin pendant 1 heure. Maintenant, quand tu finis d'écrire les codes, tu veux compiler maintenant pour corriger les erreurs, ça te prend 3 à 6 heures de temps. Donc, déboguer, c'est ça vraiment l'ingénierie d'écriture des codes. Voilà. C'est un peu ça. Si vous mettez ceci sous Proteus, attends, je vous montre même comment faire. Si vous mettez ça sous Proteus, ça va afficher ces messages. Force Goma, et tout ce tralala là-bas. Essayez un peu de mettre ça sous Proteus et voir ce que ça va donner. Je ne sais pas la version de Proteus que vous avez. Laisse-moi prendre un autre projet. Même celui-là, il n'y a pas de souci. Je fais seulement ça. OK. Voilà. On a déjà l'écran qui est connecté. Si vous voyez les connectivités, de cet écran, ça doit correspondre à ce que nous avons dans le code. OK. Regardez ici. Quand on a défini dans l'écran LCD, on va dire que le port de LCD, le LCD doit se connecter sur le port GPIO-B. Et si vous voyez bien le GPIO-B là-bas, écran LCD connecté sur GPIO-B. Toutes les broches de l'écran sont définies. Par exemple, RS est connecté à la broche PB9. RS est connecté à la broche 9. Enable est connecté à la broche 10. Enable est connecté à la broche 10. Et puis, D4, 5, 6, 7 sont connectés sur P12 jusqu'à P15. Voyez-vous, D4
sont connectés juste de D12 à 15. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous changez cette connectivité, il faut se changer dans la bibliothèque. Et je ne vous conseille pas de le faire. Concentrez-vous sur ce qui est important pour le moment. Autre chose, vous pouvez faire ça après. Qu'est-ce qui est dans la fonction delay? Ici, on a juste initialisé une temporisation qui est précise avec les timers 9. On a créé la fonction pour générer des temps en microsecondes. On a créé la fonction pour générer des temps en millisecondes. Ça, on l'a fait juste pour l'écran parce que si vous voyez l'initialisation de l'écran, même pour activer une broche, il faut générer des délais. Vous voyez, il y a un délai de 1 milliseconde ici, un délai de 80 millisecondes. C'est pour cette raison qu'on a utilisé les délais pour faire. Voilà. Maintenant, si on essaie un peu de mettre ces codes dans le microcontrôleur, on clique sur le microcontrôleur, on clique là-bas, et puis on vient ici pour ajouter les fichiers. Il ne faut pas oublier de mettre le microcontrôleur à 16 MHz parce que la fréquence de l'horloge utilisée est de 16 MHz. Si vous mettez une autre fréquence, vous aurez, votre système sera troublé. Parfois, ça ne va pas afficher, parfois, ça va afficher trop vite. Donc, il faut toujours veiller à cette fréquence. Je vais chercher les fichiers. Ça se trouve ici, à ces liens. Ça va se trouver dans desktop de mon cours hierarchie. Voilà, c'est là où ça va se trouver. J'essaie un peu d'aller sur. J'essaie un peu d'aller à cette adresse hierarchie. Vous allez venir dans Object. Vous allez voir votre fichier. Et si vous n'êtes pas sûr du fichier, compilez pendant que vous voyez. Vous allez voir ici, l'heure va changer. Je compile. Ici, l'heure doit changer. Parce que ça doit créer notre fichier. Regardez, 19h24. Et on est 19h24. C'est la bonne méthode de savoir quel est le bon fichier. J'ai fait OK. Je lance. Ça doit afficher Ista Force Goma, système temps réel. Voilà. Après 2 secondes, ça va tout effacer, écrit, et puis ça va écrire bienvenue. Après 2 secondes, ce temps-là, ça va dépendre énormément de mon processeur et de Proteus parce que ce n'est pas physique. Si c'était physique, ça aurait déjà écrit le bienvenu après 2 secondes. Mais ce temps est relatif, ça dépend de ma machine. Voilà. C'est un peu ça, ça répond parfaitement à ce que nous voulons voir. Si par exemple, vous avez mis votre horloge à 8 Hz, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, le temporisateur ne va plus fonctionner à 16 MHz parce que dans tout le code, vous allez utiliser votre timer à 16 MHz et puis dans la simulation, si vous mettez oui MHz, qu'est-ce que ça va afficher? Si ça affiche très bien, cependant, le temps sera divisé par 2. S'il faut afficher un message dans 1 seconde, ça va afficher ce message dans 2 secondes. S'il faut afficher ces messages dans 2 secondes, ça va afficher ça dans 4 secondes parce que vous avez divisé l'horloge, la fréquence de l'horloge par 2. Si par exemple, on met ça à le double de 16, on met ça à 32, ça va être beaucoup plus rapide. Au lieu d'afficher dans 2 secondes, ça va afficher dans 1 seconde. Donc, vous voyez même, il y a un I qui n'est pas affiché ici. Voilà. Donc, l'horloge est très important à configurer. Et comme nous gérons les temps, mettons ça à 84, voyons ce que ça va donner.
Quand nous utilisons le timer, nous devons bien gérer l'horlogerie. Voilà. C'est un peu ça. C'est que vous allez faire. Concernant la machine d'état fini, nous avons dit que la machine d'état fini va vous permettre d'organiser votre code. La machine va vous permettre d'organiser votre code. Donc, le système sera découpé en états. Le système sera découpé en états. Le système ne peut être dans deux états à la fois. Soit on affiche la première page, soit on affiche la deuxième page. Là, déjà, on a deux états. Soit la première page pour le chronomètre, soit la deuxième page. On a deux états différents. Quand on clique sur le bouton PA2, on a deux états. Si on est sur la première page, là aussi, on a trois états. Pour le chronométrage, on a trois états. État de démarrage, le chronomètre démarre, ça fonctionne. On incrémente les tierces, et les tierces incrémentent les secondes incrémentent les minutes, ainsi de suite. Quand on clique encore sur le bouton qui est sur PA0, là, il y a deux états. Soit on stoppe le chronométrage, soit on démarre le chronométrage. Donc, le bouton, quand on est sur la page 0, pour le bouton A0, on a deux états. Soit on démarre le chronométrage, on incrémente le chronométrage, soit on stoppe le chronométrage. Et puis, l'autre état, c'est l'affichage en 10 millisecondes, parce que le chronométrage, c'est trop rapide. Si vous mettez le temps de rafraîchissement trop bas, il y a certaines valeurs de tierces que vous n'allez pas voir. Moi, dans mon expérience, j'ai fixé ça à 10 millisecondes. Si vous cliquez sur le bouton qui est sur PA1, ça va stopper et remettre à 0 le chronométrage. Ce sont des états que vous allez définir. Le système doit être réactif et temps réel. Si vous êtes sur la page, la deuxième page, là aussi on a, pour chaque bouton, on a un état. Incrémenté, pour PA0 on incrémente, pour PA1 on incrémente aussi. L'un incrémente l'heure et l'autre incrémente les minutes. C'est comme ça que le système va fonctionner. Donc, tout se déroule par tâche. Maintenant, la base, c'est juste le timer. Nous allons utiliser le timer 3 pour fixer la base des temps. Par exemple, pour avoir un temps périodique d'une seconde, prenons un exemple, donc de 100 millisecondes, comment configurer le timer? Le timer sera configuré de cette façon. Nous avons une horloge de 16 MHz. Vous allez diviser l'horloge par 16 000, pardon, 1600 pour avoir le prédiviseur. Donc, vous prenez les 16 MHz, 16 fois 10 exposant moins 6. Vous divisez par 1600 pour avoir une fréquence de 10 kHz. Alors, avec une fréquence de 10 kHz, pour avoir une seconde, vous allez prendre 10 000 divisé par 10 kHz, plutôt 10 Hz.
pardon, 10 kHz, 10 000 Hz pour avoir une seconde. Vous prenez les 10, vous allez compter 10 000 fois et puis vous divisez par 10 000 Hz trouvés ici pour avoir 1. Mais dans notre cas là, dans notre cas du TP, vous devez avoir 1 milliseconde. Donc, vous allez utiliser la même formule pour avoir 1 milliseconde. Pour ce cas, c'est 1 seconde. Pour avoir 1 seconde, comment faire? Ici, vous avez pris 10 000 divisé par 10 000 pour avoir 1. Maintenant, pour avoir 0,001, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tellement simple. C'est tellement simple à comprendre. La règle des 3 simples. C'est cette valeur que vous allez trouver, que vous allez mettre dans ARR pour trouver la période de 1 milliseconde. Voilà. C'est comme ça que vous allez configurer votre timer dans les codes pour générer une interruption périodique à 1 milliseconde. Et puis, c'est là-bas où vous allez incrémenter votre variable compteur pour le chronomètre, votre variable compteur pour l'horloge. Ça sera des variables séparées pour le chronométrage et pour l'horloge. Parce que le chronométrage peut être remis à 0, mais pas l'horloge. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, pour les boutons poussoirs, chaque bouton poussoir doit générer une interruption. Chaque bouton poussoir doit générer une interruption. Comment configurer une interruption pour un bouton poussoir? Prenons cet exemple qui, on doit générer une interruption. Une fois on clique sur le bouton poussoir qui est sur PA0, comme dans notre cas. On commence par configurer l'horloge du périphérique GPIO-A. Ensuite, configurer le bouton, chaque bouton comme entrée numérique. Et par après, configurer l'interruption. C'est de cette façon. Donc, chaque broche aura sa propre configuration. Et vous allez tester ça sur les fronts montants, comme ici. Donc, vous allez juste copier ce code pour PA0 et pour PA1, vous allez juste remplacer. Vous allez juste remplacer ici, ici, tous les zéros, vous mettez ça à 1. Ici, vous voyez, c'est tellement simple. Voilà. Et dans l'interruption, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là où vous allez faire votre test. Votre machine d'état fini. Soit vous mettez un flag ici, ou soit vous mettez votre machine d'état fini ici. Mais si dans votre machine d'état fini, il y a des delays, donc vous allez utiliser un flag pour savoir si le bouton poussoir a été appuyé. C'est un peu ça. C'est tout ce que vous allez faire dans ce TP-là. Je vous ai épargné de proto-thread vu que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce TP-là, avoir le temps de tout comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions par rapport à une notion non vue, bien qui n'est pas bien comprise? Voilà. On vient d'expliquer tous ces points. Oui, vous pouvez parler, Loufoua. Ah oui, je voulais dire ceci. Mes excuses d'avoir vous rejoindre en retard. C'est ça vraiment la difficulté pour aujourd'hui, hein. Et aussi, comme je vous avais dit l'autre fois, les problèmes d'électricité, ça continue toujours de nous déranger. Aujourd'hui, je me suis connecté parce que j'avais rechargé l'ordinateur au bureau là-bas. Et les soirs, ici à la maison, on n'a pas de courant. Bon, j'essaie de gérer un peu la charge que j'ai ici. Et vu que je suis venu en retard, j'ai un peu de difficultés pour comprendre tout ce que vous venez de montrer aujourd'hui là.
Merci. Je n'ai pas saisi la question. Vous avez quelle difficulté? La difficulté est que je n'ai pas compris le début de là où vous avez commencé jusqu'à montrer comment est-ce que les codes ont été copiés, créés, toutes les histoires que vous aviez créées et comment est-ce que vous l'aviez inséré dans Proteus pour que ça puisse fonctionner. Merci. Voilà. Maintenant, comme on a parlé sur beaucoup de choses, je ne saurais pas tout expliquer pendant ces brefs délais parce qu'il ne nous reste plus de temps. On ne saura pas tout expliquer. Je peux vous conseiller de revoir ce cours juste après ici, ou de revoir ce cours sur YouTube et voir tout ce qu'on a fait. Et comme vous avez mon adresse mail, vous pouvez toutefois m'écrire pour tout. Si vous avez des questions, vous avez des problèmes, des préoccupations, écrivez-moi. Il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre. Donc, vous pouvez toujours revenir sur YouTube pour voir tout ce qu'on vient d'expliquer. Ça ne va pas se perdre, c'est sur YouTube. Toutes les questions que les autres ont posées, ça peut vous aider à mieux comprendre. Et si vous ne parvenez toujours pas à comprendre, vous pouvez toujours me revenir. Voilà. C'est un peu ça, vu le temps. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Alors, c'est bon alors. La journée d'aujourd'hui, on ne sera pas ensemble. Vous allez voir comment travailler déjà sur le TP, vous organiser à résoudre ces problèmes. C'est un petit défi. Tout est déjà là-bas dans le cours. Voir comment vous vous organisez à faire ces TP. Si vous faites une bonne organisation, ces TP, vous pouvez les finir même dans 1 heure. Cependant, pour la remise du TP, ça sera le mercredi de la semaine prochaine. D'après l'institution, le cours prend fin demain, même si on n'a pas vu, on a juste fait 2/3 de la matière. Ce n'est pas du tout grave. Le reste du contenu reste toujours sur le site. Vous pouvez le consulter à tout moment. Alors, si vous vous organisez très bien demain, vous pouvez finir ce TP demain même. Dans 2 heures, dans 1 heure ou 2 heures, vous pouvez tout finir. Mais nous avons besoin de remettre le tout le mercredi de la semaine prochaine, vu que vous êtes en stage. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ces délais-là n'est pas à dépasser. C'est beaucoup de temps qu'on vous donne pour faire ces petits TP et pour rédiger tout ce qui est demandé. La description du TP, les livrables attendus et en bas de la page du TP. Bon, nous vous remercions pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, on se revoit pour les autres préoccupations s'il y en aura. Sinon, on attend votre suite le mercredi de la semaine prochaine. Nous vous remercions pour votre participation pour ce cours. Merci à tous et bonne soirée. Merci pareillement, prof. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons des difficultés pendant les TP.